Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce petit débrief de Museum Connection. Alors un débrief évidemment informel. Si vous voulez en savoir plus, vous avez une description plus détaillée dans l'article qui suit. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir discuter avec Yannick qui va se présenter de la sensation sur le musée. Donc commençons tout de suite. Yannick, qui es-tu? Qui je suis? Bonne question. Yannick Pazet, cofondateur de l'entreprise Art Studio. Art Studio, on crée des solutions immersives pour les acteurs culturels, mais pas que. Et nous avons surtout créé une application qui s'appelle Bavard. Et Bavard, c'est un jeu, c'est un Pokémon version agriculture. On n'attrape pas des monstres, on attrape du contenu culturel. Mais pour le dire autrement, c'est une plateforme de médiation culturelle où tous les acteurs peuvent venir et déposer leur contenu digital. On le voit en réalité augmentée n'importe où dans l'espace qui nous entoure. Une fois qu'on l'a vu, on gagne des points qu'on peut échanger contre des bons culturels. Donc nous, on est vraiment spécialisé sur la réalité augmentée. On a créé cette solution il y a plus de 3 ans. On fonctionne sur tout le territoire français et ailleurs maintenant en Europe. Et du coup, j'ai participé au Museum Connection cette année et l'année dernière. On avait un stand, on a exposé, et le but du jeu, bah, on va en discuter, mais du coup, c'est rencontrer l'écosystème tech et culture. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, un Museum Connection, je crois que c'était la 30e édition cette année. C'est ça. Originellement, le musée était plutôt dédié à l'alimentation des magasins de musée, qu'est-ce qu'on pouvait vendre dans les magasins. Et d'année en année, la transformation s'est faite sur les expériences à vivre en musée, puisque c'est pas tout de vendre des choses à la fin d'un parcours, mais il faut aussi attirer les visiteurs, faire de la médiation, de l'explication, etc. Et on a vu arriver au fil des années de plus en plus d'expériences, alors, avec du numérique ou pas, mais de plus en plus d'expériences à destination des utilisateurs. Je voudrais juste commencer par te demander, Yannick, ton impression globale sur cette édition. Et puis, comme tu étais là l'année dernière, est-ce qu'elle est différente de celle de l'année dernière, justement? Ouais, je vais juste compléter sur ce que tu as dit, sur que je pense que ce salon a évolué parce qu'en fait, l'offre patrimoniale ou l'offre des musées a beaucoup évolué depuis ces dernières années. Et du coup, la boutique, c'est un secteur, mais au niveau médiation, avec tout ce qui est numérique, avec tout ce que peut proposer un musée aujourd'hui, tous les choix qu'il peut faire, de l'audio guide à l'expérience au casque ou à la réalité augmentée, forcément, en fait, ils étaient obligés de s'adapter. Et du coup, on se retrouve avec un salon maintenant qui est quand même beaucoup focus sur le merchandising, sur la partie boutique. Mais du coup, il y a ces espaces qui arrivent, la billetterie, tout ce qui est lié à l'audio et tout ce qui est lié aux nouvelles technologies. Donc, en fait, ça fait 2 ans qu'on expose là-bas, mais j'étais déjà passé, je suis déjà passé au Museum Connection les années d'avant. Du coup, je vois l'évolution qui a vraiment viré vers enfin viré, qui a pris un tour un peu plus vers la technologie. C'est pas beaucoup du salon, hein. Je dirais que c'est aller entre 30 et 40% selon moi la techno sur ce salon, quoi. Mais ça bouge beaucoup. Mais c'est surtout parce qu'en fait le patrimoine est en train de devenir vecteur sociétal très très fort et du coup c'est pour ça que ça s'adapte autant. La question c'était enfin, qu'est-ce que j'ai ressenti cette année, comment ça s'est passé. Très bon salon. Il faut savoir que le Museum Connection, enfin, il y a deux types d'événements de ce type. Il y a deux types d'événements culturels de ce niveau en France. Il y a le Museum Connection et le CITEM. Le CITEM, il arrive un peu après dans l'année, au mois de mars. En fait, l'année commence avec le Museum Connection. Il faut ce genre d'événement pour que les acteurs culturels puissent être à la page et découvrir tous les outils qu'ils peuvent utiliser. Donc nous, on est obligé d'être présents et je trouve en fait que le salon, c'est un passage obligatoire pour nous. C'est pas pour faire du chiffre, c'est plus pour faire de la visibilité, serrer les mains et sentir en fait le secteur, sentir c'est quoi les tendances, est-ce qu'on est toujours dans le vrai, est-ce que ce qu'on fait, ça correspond à ce que veulent les acteurs culturels, mais pas que d'ailleurs, il n'y a pas que des acteurs culturels qui viennent sur Museum Connection. Et donc, je trouve que cette année était une bonne année, c'était les 30 ans comme tu l'as souligné.
beaucoup de monde. Alors après, moi, j'étais un peu bloqué sur mon stand, donc j'ai pas pu me balader un peu partout, donc j'ai pas pu arpenter toutes les travées du salon. Mais un bon salon, il y avait du monde. Comparé à l'année dernière, je pense que c'était la même affluence. Peut-être un peu plus de gens intéressés par toute la partie merchandising. Un peu moins par la partie tech, mais du coup, ça veut dire qu'en théorie, on a plus de gens qualitatifs du coup, qui passent dans la partie tech. Parce que du coup, moi, la personne qui va acheter des goodies ne m'intéresse pas forcément. Donc, est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Ouais, Oui, première. la première partie, oui, sans problème. C'est intéressant aussi d'avoir ton point de vue justement sur les gens qui passent et sur leur propre demande, en fait. Ouais. D'ailleurs, sur ce point-là, alors, l'année dernière, il y avait beaucoup de gens intéressés par le merchandising qui sont passés sur la partie tech. Là, cette année, je pense qu'il y en avait beaucoup moins, donc j'ai pu avoir des discussions beaucoup plus intéressantes avec des gens qui étaient vraiment, du coup, focus sur cette partie-là. Ils rentraient dans la zone startup où on exposait avec des idées bien précises et du coup, les conversations étaient beaucoup plus intéressantes. Ils n'étaient pas en train de découvrir qu'est-ce que c'est que la réalité augmentée ou qu'est-ce que c'est que la XR. Donc ça, c'est un bon point pour nous. Moins d'influence, mais beaucoup plus de questions intéressantes. Après, il y a un nouveau profil de visiteurs que je n'avais pas forcément décelé les années d'avant. Il y a beaucoup de consultants maintenant. J'ai l'impression qu'il y a moins de personnel des musées ou des collectivités qui se déplacent. Et en fait, à la place, il y a des espèces de consultants qui passent, qui répertorient toutes les nouvelles innovations, qui essayent de faire un catalogue. Et si j'ai bien compris leur démarche, avec ce catalogue, ils sont mandatés par une collectivité ou par un musée pour faire un retour et présenter toutes ces solutions. Du coup, j'ai discuté avec, je pense, une dizaine de personnes qui étaient dans ce rôle-là. Donc, je ne sais pas si c'est un nouveau métier ou une nouvelle tendance, ou c'est parce qu'une collectivité ou un musée n'a pas les moyens d'envoyer son personnel, 5 médiatrices, etc. Et on se retrouve du coup à parler avec des gens qui viennent créer ce catalogue, qui sont mandatés. Le bon point, c'est que bah, c'est intéressant parce que ces personnes-là sont, je pense, qualifiées et du coup font un retour précis, exhaustif de tout ce qu'ils ont vu. Le mauvais point, c'est que moi, de mon côté, je perds le lien direct avec, par exemple, le musée que je ciblais en fait. Et ça, c'est le mauvais point. Mais c'est une bonne chose que nos actions ou notre nom soient cités dans un répertoire qui, du coup, après est diffusé à plus grande échelle. Ça, c'est cette nouvelle typologie de visiteurs actifs que j'ai rencontrés, que j'ai pas forcément vu les années d'avant. Donc ça, c'est très très bien. Et puis après, il y a toutes les, comment je vais dire, il y a tous les gens qui gravitent autour de la culture et qui sont là en fait pour se renseigner et créer des choses. Parce que il y a les acteurs culturels, mais il y a aussi les acteurs privés. Et du coup, les acteurs privés, eux, ils se déplacent et ils cherchent des solutions pour améliorer la visibilité ou les expériences pour leur public. Donc eux aussi, ils ont des questions bien précises, ils ont un budget différent et en général, ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent vraiment ce qu'ils veulent. Donc il faut vraiment répondre et essayer d'avoir les bonnes réponses. Mais après, on est en 2026 maintenant, il y a beaucoup de solutions technologiques. Tout le monde a plus ou moins une idée préconçue sur comment ça doit fonctionner, comment ça doit être, quel est le budget, etc., etc. Donc en gros, toutes les discussions sont différentes en fait. Peu importe le type d'acteur, toutes les discussions sont différentes parce que la finalité, si on produit un service, si on donne quelque chose, ce sera forcément du sur-mesure. Avec de la tech, la plupart du temps, c'est du sur-mesure. Alors, c'est marrant, hein, moi j'ai fait plutôt côté visiteur, on va dire, en discutant avec des exposants et puis aussi avec des visiteurs. J'avais aussi l'impression que les visiteurs savaient à peu près ce qu'ils voulaient, et peut-être un peu plus que les années précédentes. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être que comme tu l'as dit, il y a moins de monde qui vient, les budgets sont plus restreints, etc. En tout cas, on avait la sensation cette année, j'avais la sensation cette année que les gens avaient des demandes relativement précises avec des objectifs relativement précis. Est-ce que toi, de ton côté, tu peux nous dire un petit peu les grandes demandes ou les grandes catégories de demandes que tu as eues
Euh, Quel type d'expérience, quel type de modèle économique, quel type d'outils, je ne sais pas, qu'est-ce qui est privilégié, la techno, l'usage, la simplicité, la mise en place. Quels ont été les types de demandes? Du coup, c'est un peu de tout ça, hein. C'est un peu de tout ça, mais en gros, il y a beaucoup moins d'argent que enfin, le budget, on sent que le budget est en train de devenir beaucoup, beaucoup plus serré pour tous les acteurs, que ce soit privé ou que ce soit public. Ça, là-dessus, plus personne ne veut perdre de l'argent dans un projet qui va utiliser une seule fois et qui n'a pas d'impact, en fait. Donc, au niveau usage, c'est pas forcément l'usage, hein, c'est plus une histoire d'impact. Quand on me dit, tiens, si on utilise votre solution, est-ce qu'on peut la réutiliser dans 6 mois? Est-ce qu'on peut la réutiliser dans un an? Et ça fait la différence. Et c'est ça que les gens veulent entendre, en fait. Ils ne veulent plus forcément développer une activité immersive qui a une durée de vie de 1 semaine, qui a coûté 10 000 euros. Ça, je pense que c'est inaudible aujourd'hui, parce que les budgets sont trop petits, parce que la plupart des acteurs culturels publics ne vont pas forcément faire un appel d'offres ou un AMI pour lancer un projet. Ils sont sur des choses plus petites. Donc, en fait, c'est vraiment l'impact. L'usage, bon, l'objectif est toujours le même, hein. On veut que tout le monde puisse faire l'activité de la meilleure des façons possibles, que ce soit avec un casque ou avec un téléphone ou avec des lunettes. Là-dessus, tout le monde est à l'écoute de ce qui se fait parce que, comme je disais avant, en 2026, en théorie, chaque professionnel essaye de proposer quelque chose qui est adapté à tous les publics. On peut le faire, que ce soit avec un casque ou avec un téléphone, on peut produire quelque chose qui est adapté à tous les publics. Et en plus, on est sur la médiation. Donc, il y a quand même pas mal de code qui fait que, en général, les solutions fonctionnent, sont adaptées. Donc, c'est vraiment l'impact dans le temps, sur la durée. Moi, quand je parle avec les gens, la plupart des gens me disent, OK, c'est très très bien ce que vous faites, parce que ce qu'on va créer, on peut le garder, on peut le réutiliser. Et ça, c'est une valeur ajoutée incroyable qu'on a en fait, c'est un besoin. On répond juste à un besoin. Quand je parle avec ces acteurs-là, on répond à un besoin. Et c'est ce qui se passe sur le salon. Ensuite, j'ai pas l'impression que il y a une tendance, soit casque, soit lunettes, soit téléphone. Je n'ai pas spécialement l'impression qu'en France aujourd'hui, tout le monde se dit tiens, on va partir vers la lunette parce que c'est le marché qui est en train de se développer. Ça, c'est quelque chose que je ressens pas. Je l'entends quand je parle avec mes co-exposants, avec les autres, c'est pas des concurrents, c'est des partenaires. J'entends que ouais, ça serait bien de commencer à se pencher sur ce support et commencer à créer des expériences sur ce support pour pas être à la traîne. Parce que quand ça va arriver, je sais pas quand, mais quand ça va arriver, bah, du coup, il y aura sûrement une demande. Et du coup, si on en avance, bah, du coup, on aura le lead. Mais, euh, mais bon, on est en France, hein, donc ça prend toujours du temps. Ah bah c'est vrai, tout ça. Et je sais pas, comme je te disais, c'est vraiment mitigé. Il y a beaucoup de demandes super précises. J'ai l'impression que les gens maintenant sont formés, sont habitués, ils ont l'expérience de l'immersif, ils ont l'expérience du casque, tout ça. Donc c'est assez fluide en fait, c'est assez fluide. Et à partir de là, moi je m'adapte toujours. Après, je sais pas comment font les autres, mais moi dans mon cas, je m'adapte, j'adapte le discours. Et si on me dit, tiens, ce qu'on veut, c'est toucher tout ce territoire, parce que sur ce territoire, on veut valoriser le bassin industriel ou le cœur de ville, ouais, du coup, en fait, j'adapte mon discours, j'adapte ma solution pour répondre à leurs besoins. Après, je pense que quelqu'un qui a un casque spécifique, avec un truc spécifique, un escape spécifique, il ne pourra pas forcément faire la même chose. Et du coup, lui, il va te dire, ouais, mais il y a vraiment une tendance par-ci, vraiment une tendance par-là. Mais du coup, nous, dans notre cas, c'est un peu différent. C'est vrai qu'on avait, pour avoir discuté, tu vois, avec pas mal de monde, les tendances sur le matériel, comme tu dis, il n'y a pas une grande tendance. Bon, moi, je vais être plus catégorique que toi, hein, les lunettes, tout le monde s'en fout. En tout cas, c'est la discussion que j'ai eue avec des utilisateurs. Enfin, tout le monde s'en fout, tout le monde est curieux, mais c'est pas le sujet. C'est Déjà que les gens ont du mal à habituer leurs utilisateurs à mettre des casques. De là à attendre à ce qu'ils aient des lunettes, c'est pas encore le sujet et c'est pas ce qui les préoccupe parce que comme tu le dis, on sent bien que les délais sont relativement courts sur ce qui les préoccupe et donc les lunettes, on verra dans l'édition 2028 ou 2029. Moi, j'ai vu une certaine tendance en discutant avec les gens à reprivilégier le smartphone.
pour être très clair. Non Ouais, pas que le casque soit passé de mode, mais plutôt une idée que les expériences immersives avec des casques sont très intéressantes, mais toujours relativement compliquées à mettre en place dans des lieux classiques, s'il n'y a pas les équipes, etc. Et qu'au final, quand on cherche, comme tu le disais, de l'impact, eh ben, on revient un peu à du bon vieux smartphone parce que ben, tout le monde a un smartphone. Si vraiment il faut équiper un musée avec une flotte de petites tablettes ou un truc comme ça coûte pas trop cher et tout le monde sait les faire fonctionner. Et on est dans cette optique-là. J'aimerais bien aussi t'interroger sur les questions que tu as pu avoir sur le modèle économique, parce que, enfin le modèle économique, combien ça coûte, combien je peux en tirer, on va dire. Parce que c'était très étonnant de mon côté. Je crois que c'est la première année où j'ai discuté aussi ouvertement avec des utilisateurs, donc du ROI des solutions, c'est-à-dire très clairement combien ça me coûte, est-ce que je peux le facturer, comment, est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça, est-ce que je peux gagner de l'argent avec cette expérience. Euh, Tu vois, sur un an par rapport à l'année dernière, moi, ça m'a beaucoup impressionné d'avoir ce changement de discours. ouais, Est-ce que c'est toi, tu... exactement, Ok, c'est bah, exactement ouais. ce que je disais. C'est exactement ce que je te disais. Dans les conversations que j'ai l'impression que les gens maintenant sont formés. Enfin, c'est pas qu'ils sont formés, mais ils savent plus ou moins la fourchette budgétaire, le coût de l'expérience. Du coup, il y a moins de bullshit. Tu peux plus leur dire ah bah ça va coûter 30 000 l'expérience dans le casque sans justificatif. Alors les gens ne sont pas devenus techniciens hein, comme ça. C'est juste que je pense que c'est empirique, c'est parce que depuis une quinzaine d'années, il y a eu beaucoup de projets qui sont faits, et de bouche à oreille, bah, en fait, tu sais très bien que tel acteur culturel a payé 20 000 ou 15 000 pour ce projet-là, mais dans le même temps, il y a un autre mec à côté qui a fait exactement la même chose, et lui, il a payé 5 000. Et en fait, ça, ces discussions, ces allers-retours, ce côté empirique fait qu'en fait, maintenant, les gens se disent, ah ouais, ok, une expérience RA, ça coûte tant, une expérience XR, ça coûte tant. Et on le sait parce que on a vu ce qui s'est passé à côté, etc. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que les gens savent. Ensuite, vu que les budgets se sont réduits, et ben, du coup, en fait, les gens ils calculent les coûts. C'est très très bien de faire de l'immersif, ça fait une activité en plus, mais attention, parce que cette activité, nous, on veut qu'elle soit plus ou moins en autonomie. Donc, tu vois, ça revient sur l'histoire du casque. Le casque, c'est pas possible de le faire en autonomie parce que le casque coûte cher, tu peux pas le laisser à disposition de tout le monde, quelqu'un peut partir avec, il faut les charger, etc., etc., etc. Compliqué. Donc, ils sont au courant de ce fait-là aussi. Donc, ça impacte directement la conversation. Et quand ils arrivent vers moi, ils me disent, OK, Yannick, Chloé, comment ça fonctionne Bavard, combien ça va nous coûter de travailler avec vous. Bah, du coup, derrière, ils ont une idée. Et quand on annonce le prix et que ça correspond, en fait, et ça coche toutes les cases sur l'autonomie, sur le téléphone, tu as très bien parlé, sur la pérennité, sur l'usage, bah, du coup, ça fonctionne et ils ne sont pas surpris du prix, en fait. Et je crois que c'est ça le truc, c'est qu'il y a une dizaine d'années en arrière, bah, il y a eu beaucoup d'expériences très, très chères qui n'ont pas forcément super bien marché, je dirais. Et ça, en fait, ça fait que bah, aujourd'hui, 10 ans après, les gens savent combien ça coûte en fait un casque. Ils regardent sur Internet, le casque il coûte 500 euros. Pourquoi quand le devis il arrive, il me le facture à 1000 euros. Enfin, tu vois, il y a toute cette petite connaissance qui fait que c'est beaucoup plus compliqué pour un acteur comme moi de donner un devis qui correspond pas en fait à la réalité. Et dans un même temps, c'est très très bien en fait, parce que du coup, ça fait une espèce de silo et on se dirige vers une offre qui est adaptée en fait aux besoins des acteurs culturels. Après, je pense aussi que tu as, comme je disais, beaucoup moins d'argent dans la culture, donc ça veut dire beaucoup moins de personnes employées. Et sur un projet de médiation, sur un projet de découverte de territoire immersif, etc., peu importe, les gens, ils n'ont pas forcément le temps en fait de se consacrer à de nouvelles activités. Rajouter un casque, un téléphone, une lunette, ou peu importe, un escape game, ça veut dire rajouter un temps de travail pour l'équipe qui est en place. Et ça veut dire soit on crée un poste, ou soit en fait l'activité, elle est adaptée pour que la personne qui soit en charge ne soit pas débordée, ne fasse pas 10 heures de plus dans sa semaine dessus. Et ça, en fait, ça rentrait dans l'esprit des gens. Hein. C'est pas qu'ils sont moins volontaires ou plus feignants, c'est qu'à un moment donné, en fait, la bande passante elle est saturée.
Déjà, ils sont saturés de propositions. Et niveau travail, vu qu'il y a moins de monde qui est sur ces postes-là, de médiation, de culture, etc., d'innovation, à un moment donné, ils ne peuvent pas. Et donc, quand tu arrives avec un gros projet, tu leur dis, ouais, mais vous inquiétez pas, on va créer une plateforme, ça, si vous allez dessus, vous allez pouvoir travailler dessus et faire votre truc. En général, ils vont dire, ah bah non, parce qu'en fait, ça veut dire que ça va rajouter 5 heures de travail à mon équipe par semaine ou 20 heures par mois, etc., etc. Et ça, je pense que ça, c'est plus entendable. Donc, c'est pas que c'est compliqué, c'est pas que les gens sont devenus techniciens, c'est juste la réalité en fait du marché du travail, de l'écosystème, de tout ce qui peut être proposé, qui font que maintenant il faut être capable de proposer une activité qui correspond en fait au terrain et à la vraie vie en fait des gens. Et deux petits trucs. Pourquoi le casque c'est compliqué? Je l'ai dit plus ou moins, c'est parce qu'en fait, comme tu as dit, hein, un casque, c'est mettre un casque en fait, hein. Il y a des batteries dedans, il faut les charger, etc. Puis il y a des personnes qui sont pas forcément à l'aise avec le casque. Moi personnellement, je suis pas vraiment à l'aise avec le casque. Au bout d'une demi-heure, en général, j'ai la tête qui tourne. Pourtant, j'ai fait plein d'expériences différentes. Et pour revenir sur les lunettes, moi, il y a un truc sur les lunettes, je me dis que peut-être que ça doit prendre parce que c'est super cette interactivité qu'on peut avoir, ça va être super au niveau marketing, on va pouvoir faire des choses incroyables. Ils vont pouvoir faire des choses incroyables. Mais le problème, la première barrière, c'est qu'en fait, les lunettes à la base, il y a le côté fashion, mais il y a aussi le côté médical. Et du coup, si j'ai pas besoin de lunettes pour un besoin médical, pourquoi je vais aller acheter une paire de lunettes en fait? Tu vois, il y a ce petit truc-là que les gens pensent pas forcément, enfin, ils se rendent pas compte que le marché, tu vois, c'est compliqué de se battre avec le marché. Mais si tu vas dire à un client, à n'importe qui, achète des lunettes, sa première réflexion, c'est ah ben j'ai pas besoin de lunettes, je vois très bien. Et ça, je pense que ça va être un gros frein qui va faire que ça va prendre un peu plus de temps. Et je parle même pas des problèmes technologiques de la réalité augmentée dans les lunettes. Mais juste sur le côté humain. Si tu dis à quelqu'un, mets des lunettes toute la journée parce que c'est cool, ça va être interactif, je sais pas. Parce que le côté médical, cette appréhension, je sais pas si tu veux te mettre des lunettes. Bref, c'était juste une petite parenthèse. Je pense qu'on va bien le voir cette année si, si le truc prend ou pas. Ouais. J- J'aimerais te poser une question toute simple, mais toi, dans les 2 jours de Museum Connection, c'est quoi la demande la plus bizarre ou la plus drôle qu'on t'a faite? Ah bah tiens, c'est bien ça, c'est bien comme question, parce que j'ai un bon exemple. Alors je sais pas s'il écoutera cette vidéo. Il y a un monsieur super sympa qui est venu me voir le premier jour et il m'a dit ouais, j'aime bien ce que vous faites, mais je pense qu'il manque quelque chose. Et du coup, je lui ai répondu ok, je sais qu'il manque des choses, mais justement, je veux pas qu'il y ait trop de choses parce qu'au niveau cognitif, c'est trop long. Il me dit non, 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 mais il manque quelque chose et c'est bien sympa là, de découvrir des œuvres, etc., réalité augmentée, c'est bien sympa, mais il manque du cœur dans votre application. Du coup, je lui réponds, ah, c'est dommage parce que moi j'ai mis tout mon cœur dans l'application. Donc, qu'est-ce que c'est quoi le truc? Et là, le gars, il me regarde, il me dit, je vais réfléchir, je repasse demain. Le mec, il se barre. Il se barre. Et on revient le lendemain, en fait. Et on revient le lendemain, il me dit, ok, Yannick et tout, je vais te donner la réponse. Et il me dit, la réponse, c'est que vu que les œuvres ne parlent pas entre elles, et ben, du coup, il n'y a pas d'interaction. S'il n'y a pas d'interaction, c'est pas vivant. Et c'est pour ça qu'au niveau public, tu n'as pas le public que tu veux, machin, machin, machin. Sa réflexion est super intéressante sur cette possibilité de faire parler les œuvres entre elles. D'ailleurs, il y a pas mal d'entreprises qui se sont mises sur le sujet avec l'IA et du coup faire parler des œuvres entre elles, etc., etc. C'était une réflexion qu'on avait eue au début du lancement de l'application, mais du coup, je lui ai répondu pourquoi on ne fait pas ça. Et en fait, la réponse, c'est au niveau médiation, même si c'est super intéressant et ça correspond à 2026 de faire des choses comme ça, au niveau historique, ça pose un énorme problème. Un énorme problème. Parce que si Van Gogh commence à raconter n'importe quoi à la Joconde, notre parcours qui est censé être culturel, ou médiation, machin, validé par des conservateurs et des médiateurs, etc., conseils scientifiques, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Du coup, comment tu fais parler Van Gogh en 2026 alors que il n'est plus là en fait. Donc il y a au niveau
ludique, au niveau expérimentation, c'est génial et c'est possible de le faire. C'est vraiment possible de le faire. Mais on va pas le faire parce que, parce que nous, on est focus sur toute cette partie partage de connaissances véridiques. Et du coup, le jeu, c'est juste un prétexte Ouais. pour rentrer dans la culture. Et oui, ça, c'était la demande la plus farfelue. Pas farfelue d'une mauvaise façon, c'est pas mal connoté. Parce que techniquement, je peux le faire. Et je lui ai répondu, si votre projet, c'est de faire ça, on peut s'asseoir autour d'une table et discuter. Mais tu vois, on est très très loin de la simple expérience dans le casque où Ouais. je mets un casque, je me balade, etc. Ça, c'était le truc le plus what the fuck, comme ils disent. Bah, écoute, merci beaucoup Yannick pour tous ces retours. Bah, on encourage, hein, tout le monde à aller découvrir Bavard directement sur votre site web. Ce sera plus simple que de vous dire que c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site de RA Pro, vous trouverez l'interview qui explique Bavard, l'interview de Chloé, justement. Donc, merci encore pour ton temps. Et puis, rendez-vous, je pense, l'année prochaine pour Museum Connection 2026. Et on vérifiera tous les deux si tout le monde donc, porte des lunettes connectées et les utilise dans les musées. Exactement. Merci beaucoup. À plus tard. Merci Yannick.